Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut Pank et tout le monde. Salut à tous. On continue et on finit aujourd'hui. On a quelques points à voir dans ce petit ouvrage donc de Harry McKnight. On vous a déjà parlé de pas mal d'éléments. Vraiment, pour ceux qui sont anglophones, n'hésitez pas à l'acheter. Comme disait Lee la dernière fois, il a une façon et une pédagogie vraiment sympa sur la méthode, sur les parallèles que l'on peut faire avec d'autres disciplines, sur sa réflexion autour de la méthode vis-à-vis de la méditation, du zen, de l'hypnose. Et il donne une réflexion qui a du sens et qui est vraiment chouette pour nous. En tout cas, comme on disait la dernière fois entre nous avec Lee, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois qu'on creuse un ouvrage ou qu'on reprend ce qu'a pu dire José ou qu'on trouve des choses un peu sympas à vous partager, ça nous fait repenser. Enfin, en tout cas, moi, je suis un noob, je suis un jeune loup de la méthode, mais pour Lee qui est vraiment habitué à jouer avec ces concepts Silva, ce qui est chouette, c'est que ça lui permet aussi de se poser à nouveau des questions, de retrouver une curiosité par rapport à sa méthode et automatiquement, les patterns qu'elle a développés, elle peut les revoir d'une certaine façon. Ça, tu trouves, là, depuis qu'on a commencé à faire ces podcasts, que ça t'a permis de revoir ou réfléchir, surtout avec la maturité que tu as eue, avec l'hypnose, avec les psychothérapies que tu fais à côté. Tu sens que tu t'as reconnecté un peu différemment la méthode? Absolument. C'est pour ça que je suis passionnée à continuer ces podcasts parce que pour moi, c'est une redécouverte de la méthode à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Parce que comme tu dis, moi, je l'ai connu depuis très, très longtemps. C'est pas que je me dis, oh, je connais tout, mais c'est quand même très familier, c'est connu, etc. Il n'y a pas de surprise. Et puis, quand quelqu'un comme toi arrive et dit, mais est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? Et puis, je dis, mais ah oui. Donc, c'est vraiment comme si je redécouvre la méthode une deuxième fois, après plus que 30 ans de l'avoir enseignée. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup toujours la découverte, l'apprentissage, c'est une des passions de ma vie. Et pour le refaire pour la méthode Silva, que j'aime beaucoup, ça me fait vraiment énormément de plaisir. Je pensais même, là je verrai si j'ai un peu de temps là-dessus, mais je voulais reprendre, les textes de cours qu'on a. Donc les textes pour les instructeurs, donc les textes en fait qui sont les conditionnements pour les apprenants, pour les futurs diplômés, et voir s'il y a des phases, des phrases, des éléments qu'on peut étudier, parce que comme on l'a beaucoup dit depuis le début, la méthode elle est vraiment bien construite et on voit, ne serait-ce que avec les ouvrages, on voit que avec toutes les vidéos qu'on a ingurgitées et qui sont à différentes périodes de la vie de José, que la méthode, elle est devenue la méthode. Entre 66 et maintenant, il a peaufiné, il a modifié. On sait très bien avec les couleurs, par exemple, du miroir, avec des petits détails, avec des phrases qui ont été après enlevées. On revient sur « tu n'apprendras pas à développer une maladie X ou Y » qu'on a retiré après. Mais toutes ces choses-là, je pense qu'il y a des sémantiques avec de la conditionnalité plutôt que du futur, par exemple, qui est intéressant beaucoup dans les textes de conditionnement. Moi, quand je les écoute en anglais, c'est pas will, mais should ou would. Et en fait, ces petites nuances-là, elles valident des choses inconscientes en hypnose. On le sait, hein, on ne va pas utiliser tu ne peux pas ou tu ne pourras plus, mais on va le conditionner d'une certaine façon. Donc, ça ne va pas être could, mais ça va être can, can't ou can, et ainsi de suite. Donc, en fait, cette nuance sémantique, elle est intéressante parce que ça a été choisi volontairement par José au fur et à mesure du temps. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de bien comprendre que dans les suggestions qui sont proposées dans les conditionnements, où la plupart du temps, quand on est gradué, quand on est en train de suivre le cours, on n'est pas forcément en train de faire attention à l'ensemble des suggestions qui sont proposées, parce que c'est une découverte en alpha. On est en alpha et on nous a juste dit visualise et imagine. On n'a pas dit prenez le temps d'analyser l'ensemble des éléments, comment c'est dit, pourquoi c'est dit, etc. On vous dit juste détendez-vous, relaxez-vous. Et justement, on insiste en tant qu'instructeur à dire relax. On vous donne toutes les informations au départ. Si vous avez des questions, posez-les maintenant ou posez-les à la fin. Mais pendant le conditionnement, pendant la session qui dure 10 minutes, un quart d'heure, 40 minutes pour la longue relaxation,
faut juste que vous le fassiez, que vous soyez détendu et que vous soyez bien, etc. Sauf que, en fait, sans vous en rendre compte, il y a plein de choses qui, pour des passionnés comme Lee, comme moi, ou pour les passionnés d'hypnose, mais c'est une merveille. On se dit, ah, c'est bien pensé, ce texte-là, il est bien, ah, c'est bien qu'il ait mis ça à ce moment-là, etc., etc. Et ça, je pense que ça peut intéresser justement les gradués à se dire, ah, c'est vrai que souvent je me répète ça, mais en fait, se rendre compte que ça, on l'a répété dans le texte 60 fois. Donc, c'est normal que tu te le répètes parce que ton subconscient, il a bien aimé, c'est quelque chose de beau, d'utile, etc. Tu vas le faire automatiquement. Et ça, je pense que ça peut être sympa. Ça va me demander un peu plus de temps parce qu'il faut que je relise tous les textes et que je stabilote, tous les trucs qui pourraient être sympas. Mais je pense que ça peut être une bonne continuation dans la redécouverte du système. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, à un certain point, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens qui n'ont jamais fait Sylvain quand même, parce qu'ils ne connaissent pas les phrases. Mais ouais, mais justement, on peut prendre des éléments et discuter comment ça fonctionne. Oui. C'est plus ça, tu vois, c'est plus montrer pourquoi il y a telle et telle notion. Après, bien sûr, on ne va pas tout reprendre, parce que là, exactement, il y a des personnes hors Sylva qui ne peuvent pas forcément tout comprendre du principe, mais comprendre les liens de cause à effet qui sont faits comme on avait fait, toi, le 1-0-1, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il prévoit pour le 2-0-2, et qu'est-ce que ça fait le 2-0-2 quand on a fait les deux, qui prépare déjà au 3-0-3, et ainsi de suite. Bon, bref, des idées comme ça, je pense qu'on y reviendra. On vient donc sur Sylva et l'hypnose, et on sait donc que Harry est en train de mettre en avant les différences entre l'hypnose et la méthode Sylva. Il le met en avant en expliquant bien cette notion où, pour lui, et ça aussi c'est souvent répété Lee le dit souvent en tout cas, c'est en gros on rend le subconscient conscient. Ça, c'est la méthode Sylva. On va réussir à avoir un ensemble d'éléments où on va exploiter notre subconscient et pas se faire happer par le subconscient comme il peut avoir à l'image de l'hypnose. Donc, c'est toujours être en éveil, en capacité à trouver des points de référence, à solutionner des problèmes, donc être actif. Alors que pour lui, l'hypnose, c'est au contraire, on est passif, on n'est pas capable. Et José le disait dans sa biographie, c'est quelque chose où il disait la différence avec l'hypnose, c'est que l'hypnose, tu es passif et tu ne crées rien, alors que tout ce qu'il veut, c'est justement être créateur ou créatif. Donc, dans une recherche typique hypnotique, le sujet fonctionne par des suggestions. Il va gérer l'information qui lui est fournie. Et puis, il va parler simplement sur l'information qui lui a été proposée. En somme, la suggestion va lui donner un retour et il va donner une réponse par rapport au retour de la suggestion. Tu vas t'imaginer dans quelques instants dans ton lieu idéal de relaxation. OK, tu reprends dans le lieu idéal de relaxation. Tu vas être à ce moment-là juste passif. C'est l'image que donne Harry. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais je comprends complètement l'idée. Donc, pour lui, il y a cette notion de dire, tu n'es pas à ce moment-là autre que le réceptacle de ce que l'hypnotiste est en train de te donner. Alors que dans la méthode, l'idée, c'est de dire, si tu es dans ton lieu idéal de relaxation, par exemple, tu peux commencer à créer plein de choses. Tu peux visualiser, tu peux y mettre ton écran mental, tu peux y mettre tes miroirs de l'esprit, tu peux mettre tout ce que tu veux à partir d'un moment où tu es proactif à un moment donné. Donc pour lui, ça, c'est un des points où il y a une différence qui est importante. Voilà. Il va rarement assumer en fait qu'il contrôle quoi que ce soit à ce niveau-là. Il va simplement chercher des informations et le processus mental qu'il y a derrière. Ça serait plutôt l'hypnose. En Sylva, le processus de pensée est indépendant. Et c'est vrai que ça, c'est un des points où la semaine dernière, on en a parlé un petit peu. Moi, j'ai toujours l'impression que quand il parle de l'hypnose, il parle de l'hétérohypnose et pas de l'auto-hypnose. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un des points qui. Je suis d'accord en plus avec ce qu'il dit. Tu peux rien dire. Effectivement, l'intérêt de l'hétérohypnose, c'est qu'un hypnotiste aide et oriente la session.
Mais l'auto-hypnose, c'est s'hypnotiser soi-même pour s'orienter soi-même dans la session. Et là-dessus, on rejoint le principe de mind control. Enfin, lui, il appelle ça mind control, de méthode Silva. Et j'aime bien quand même cette notion-là de dire, dans la méthode, les étudiants sont toujours indépendants à accepter ou rejeter, chercher plus d'informations, etc. Et c'est là où le mind control, et Ellie, la semaine dernière, en a parlé, mind control reprend du sens. C'est je contrôle mon esprit. Et c'est pertinent. Ouais, dis-moi. Pardon? Tu voulais rajouter quelque chose? J'allais demander sur quelle page tu es. 67. 67. Ah oui, ok, je l'ai devant moi, oui. C'est bon. Donc, non, je trouve que c'est un point important. C'est la comparaison, c'est entre méthode Silva, pratiquer soi-même par le sujet pour s'aider lui-même, et hypnose où on est simplement le réceptacle de tout ce que l'hypnotiseur nous dit. Mais auto-hypnose quand même. Et justement, il y a déjà le fait que le National Guild a reconnu la méthode Silva comme un cours en auto-hypnose et on peut compter ça sur les 20 heures supplémentaires pour son diplôme NGH. C'est vrai ça, je l'avais oublié, mais c'est très 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 bien ce que tu me rappelles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la NGH, c'est la plus grosse guilde américaine d'hypnotistes. En tout cas, c'est là où pour l'instant, je ne sais pas si ça va encore durer très longtemps, la plus grande guilde, sachant qu'il y a quand même les gars d'hypnosautes qui se sont vachement développés, mais c'est une guilde, on va dire, historique, créée par des hypnotistes de scène qui se sont rassemblés et qui, au fur et à mesure, ont créé vraiment des cours autres que la scène, donc hypnose thérapeutique, médicale, psychothérapeutique, etc. Et c'est assez sympa parce qu'il y a un cursus commun qui en plus reprend des trucs des grands noms de l'hypnose. Et donc, c'est un point de référence important aux États-Unis, c'est reconnu, ils bossent beaucoup au niveau des syndicats pour faire valider dans certains États où l'hypnose pourrait potentiellement ne pas être légale, etc. Ils ont un vrai gros boulot et ils ont un vrai poids. Donc, une grosse association comme ça valide la méthode Silva comme une méthode d'auto-hypnose, c'est intéressant. C'est vrai que ça a complètement du sens. Donc, le but de l'étudiant, c'est de se guider des programmations personnelles et de développer leur propre expérience, d'assumer le self-control depuis le début. Alors, cette notion-là, c'est le paradoxe de la méthode, pour moi. Quand tout à l'heure, je parlais du conditionnement, ce mot-là, je le réutilise parce que c'était elle qui l'avait dit à un moment donné dans nos podcasts, et je m'étais dit, waouh, le mot conditionnement, nous, en français, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup utiliser, parce qu'on voit ça comme quelque chose d'assez péjoratif. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on voit un peu ça comme les effets, des effets de manipulation, une fois de plus. Je conditionne quelqu'un à avoir, ou un effet pavlovien, je conditionne une réponse à quelque chose. Mais il faut bien voir que les phases où, pendant le cours, vous avez la présentation de ce qui va être fait pendant cette partie du cours. Une fois que c'est fini et qu'on vous dit, bon, maintenant relaxez-vous, fermez les yeux, et que vous avez la voix de Lee qui commence à papoter avec un petit... Et bien, ce moment-là, c'est un conditionnement. C'est-à-dire, dit autrement, avec un langage hypnotique, c'est une session d'hétéro-hypnose. À ce moment précis, et c'est ça tout le paradoxe et le génie de la méthode, pour moi, et que j'aime beaucoup, mais qui est difficilement admis par Harry à ce moment-là, c'est qu'en fait, la méthode par elle-même, à cet instant-là, c'est une séance d'hypnose. Et ça reste 4 jours d'hypnose. Il y a quelqu'un qui vous hypnotise pour vous donner des ancrages, qu'on appelle des ancrages, c'est-à-dire il y a un stimulus, les 3 doigts, et il va y avoir une réponse automatisée, émotionnelle, physiologique, intellectuelle, cognitive, etc. Et la méthode, en fait, elle conditionne à ce que tu puisses devenir autonome. Et tout le travail de la méthode, et c'est ça qui est absolument génial, et en même temps qui peut surprendre, c'est que c'est une grande séance d'hypnose qui s'associe de séance en séance, à chaque fois qu'on vous réapprend une technique, on réutilise de la sémantique, de la technique, et ainsi de suite, on fait évoluer pour que ça puisse s'intégrer petit à petit dans le subconscient et
qu'après, consciemment, vous utilisiez ce que vous avez appris subconsciemment parlant. Et tu vois, c'est là où je trouve que c'est un des paradoxes de la méthode. Tu vois, tout est utilisé avec une vraie séance d'hypnose. On suggère, en plus, on est vraiment dans les modèles anciens d'hypnose. Dans quelques instants, je vais vous dire ce qu'on va faire. Et puis après, je vous le fais faire. Or, quand on est en train de présenter, aujourd'hui, on va étudier la technique des 3 doigts, ou on va utiliser tel truc, je dis exactement ce que je vais après faire. Donc, je suis déjà en train de préconditionner. Il y a un préconditionnement. C'est une espèce de pré-talk pour les personnes qui font plus de l'hypnose, qui déjà entraîne le partenaire, nous, en l'occurrence, les futurs diplômés dedans. Et ça, je trouve que c'est le côté génial. Donc, quand on dit, ouais, la méthode Silva, c'est pas de l'hypnose, et c'est pas de l'hétérohypnose, si, tout le cours est de l'hétérohypnose. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Comment toi, quand tu as compris avec Burt que c'était beaucoup d'hypnose, d'hétérohypnose, est-ce que ça a fait changer quelque chose dans ta perception de ce que tu étais en train de faire au moment où tu enseignais? Absolument. Parce que justement, jusqu'à ce que Burt a proposé de faire Hypnovision à Paris, moi, j'ai accepté tout ce que Harry nous a dit et tout ce qui est en fait bien expliqué dans le cours graduate, où en fait, on apprend une induction hypnotique pour mettre les gens en theta. Et puis, on fait une régression d'âge, non thérapeutique, mais une régression d'âge quand même calendrier. Donc, je ne savais pas, mais c'était pure hypnose. Et justement, Harry McKnight y fait référence, toujours en disant que justement, nous, on a le contrôle, etc. Mais effectivement, le graduate, au départ, avant qu'il avait vraiment développé le cours de base, le graduate était un cours en hypnose que j'osais donner aux étudiants d'hypnose. Et puis après, il a adapté justement pour que ça vienne partie de la méthode Silva. Mais quand moi, j'ai accepté tout ce qu'on disait, justement, qu'on n'a pas de contrôle. Justement, plus tu es profondément en hypnose, plus tu perds le contrôle, pendant que plus tu l'as. Alors, c'est vrai, pour être guidé, pour lâcher prise, il faut qu'on donne le contrôle à l'hypnotiseur. Et c'est aussi vrai que pendant très longtemps, j'étais un très mauvais sujet hypnotique parce que j'avais appris pendant tout ce temps, il faut que je garde le contrôle et tout d'un coup, je suis supposée lâcher le contrôle. Mais j'ai appris petit à petit à lâcher prise. Mais effectivement, ça semblait tout d'un coup être quelque chose. J'avais confiance en Burt. Burt était mon mentor, je l'adorais, j'admirais. Et puis, quand lui, il a dit, moi, je vais enseigner hypnose, j'ai dit, je vais voir ce qui se passe quand même. Parce que si Burt le fait, ça ne peut pas être quelque chose de immoral ou de manipulateur, etc. Et là, pour moi, c'était vraiment la découverte. Et je comprends que Harry a dû faire cette explication parce qu'il est un peu converti à la méthode, si vous voulez. Mais effectivement, beaucoup est auto-hypnose. Et même José Silva disait, il donnait souvent la métaphore que non, la méthode Silva n'est ni la méditation orientale comme yoga, ni hypnose, mais c'est comme si c'était né de ses deux parents. Donc, il accepte qu'il y avait quand même des influences de yoga et d'hypnose, mais il dit l'enfant ressemble beaucoup, il a peut-être le même ADN, mais c'est quand même une personne unique. Il est nouveau, il n'est ni son maman ni son papa. Et moi, j'ai trouvé ça une super métaphore quand même. Et alors, on va en profiter. Alors, Lee, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, ouais. Oui. Elle était à Londres et elle a donné un cours d'hypnovision. Donc, hypnovision, c'est le cours d'hypnose que lui enseignait Burt. Et alors, je tiens à le souligner parce que on en a déjà parlé avec Lee, mais Lee, c'est la seule instructrice actuelle de hypnovision. Ce qui est dommage, hein, j'embête Lee pour qu'elle fasse un cours d'instructeur hypnovision, parce que ça serait quelque chose qui risque de disparaître à un moment ou à un autre, vu que Burt, il n'est plus là et qu'il n'a pas formé forcément beaucoup de personnes en instructeur. Bref, je dis ça au passage.
il y avait un Espagnol qui le faisait, mais il y a longtemps, mais je ne sais plus qui c'était. Donc, voilà. Si, j'avais tapé Hypnovision pour voir, et en fait, hormis toi et Burt, c'est un truc tu trouves nulle part. Donc, c'est une manière qui est chouette pour un graduate, un diplômé Silva, parce que il y a beaucoup de formulations. Sincèrement, tu as l'impression de faire la méthode Silva. Hein. La manière dont il formule certains textes, certains scripts qu'il a fait, tu fais ouais, on sent qu'il y a une bonne influence derrière. Donc, ouais. Et la semaine dernière, et c'est ça qui nous intéresse, elle est allée à Londres, elle a enseigné la méthode l'hypnovision, mais beaucoup de ses élèves étaient des directeurs, des instructeurs ou des anciens ou des graduates de Silva. Et il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas suivi le cours Silva. Alors ça, c'est génial. Mais Silva, plusieurs instructeurs et même, y compris moi, 4 directeurs Silva. Ouais, c'était vraiment chouette. Oui. Donc justement, tu peux nous faire un petit débrief de toi, ce que tu as observé quand des Silva découvrent l'hypnose. Qu'est-ce que toi, tu as… Parce que ça, je trouve que c'est génial, ça rentre complètement dans ce qu'on est en train de dire. Là, on est en plus, on a pile poil dedans, ça fait une semaine, tu es bien encore fraîche avec cette idée-là. Qu'est-ce que tu as observé comme perception, quel feedback ils t'ont fait par rapport à la différence de ce qu'ils ressentent quand ils sont en alpha, quand ils ont fait la méthode Silva, vu qu'en plus là tu avais des directeurs, tu as des personnes qui ont fait tout le cursus, qui ont fait graduate, qui ont fait ultra, qui ont tout fait, qui ont certainement fait comme toi le Golden Week, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, le truc énorme au Texas. Qu'est-ce que toi, tu as eu comme retour de ces Silva à la découverte de l'hypnose? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'ont marqué, hein, bien sûr? Alors déjà, le fait que moi, j'étais un directeur Silva qui enseignait l'hypnose, ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas qu'est-ce qu'on va nous dire. Et le moment que j'ai découvert que chaque personne était diplômée Silva, j'ai su que je pourrais, et je le fais quand même, donc tous les cours Hypnovision, je fais souvent référence à la méthode Silva. Parce qu'il y a toujours au moins quelques-uns, mais là, il y avait tout le monde. Donc, j'étais sans cesse en train de comparer. Quand on a dit, mais tu dis de compter de 1 à 5 pour sortir, qu'est-ce qu'on dit? Mais je dis, tu dis exactement la même chose que tu dis en Silva, hein, tu connais presque par cœur, etc. Mais pour vrai dire, ils étaient tous très, très ouverts, très enthousiastes. Ils ont trouvé ça magique, mais il n'y a jamais eu… J'ai jamais eu l'impression qu'on comparait méthode Silva ou hypnose. J'ai vraiment vu ça comme une extension de la méthode Silva. On a continué, on est allé plus loin, on a découvert d'autres possibilités, mais il n'y avait jamais une idée que c'était 2 choses différentes. Il y avait des petits contrastes, etc., parce que quelqu'un fait pour vous. Mais et effectivement, on a parlé du fait que en hypnose, on est beaucoup plus passif dans le sens qu'on ne pose pas des questions, etc. Mais pour moi, justement, puisque j'ai appris de Burt, et mes techniques préférées sont des techniques interactives. Donc, moi, je ne suis pas un hypnotiseur qui donne dans la version classique dont parlait Harry McKnight, qui donne un script. Donc, mets-toi en hypnose, écoute tout ce que je dis, laisse-toi être imprimé avec ces scripts, c'est fini. Non, c'est une découverte de qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, qui a causé le problème. Et c'est le sujet qui le sait. Et mon autre technique préférée, c'est la thérapie du parti. Et ça, c'est le sujet qui découvre des choses extraordinaires à l'intérieur de lui. Donc, on dit qu'on est passif et on ne crée pas, mais on découvre des choses qui sont extraordinaires. En fait, comme disait récemment quelqu'un qui pratiquait hypnose, quand je l'ai hypnotisé pour découvrir quelque chose, il dit là, ah, mais ça, il dit, c'est uniquement quand j'ai un hypnotiseur où je peux avoir des surprises. Et j'ai trouvé ça génial. Oui, parce que quand on contrôle soi-même, on ne peut pas vraiment se surprendre. Mais là, on a des surprises, des découvertes, justement, parce qu'on a assez de lâcher prise pour vraiment plonger dans donc, ce qu'on appelle la conscience intérieure. Quoi. De toute façon, pour revenir à Londres, tout le monde était ravi.
Tout le monde veut continuer, sans exception, à faire d'autres cours là-dessus. Et j'espère justement qu'on va continuer à faire plusieurs cours. On me demande déjà de présenter une deuxième hypnovision parce qu'on a découvert que c'était tellement chouette et tellement sympa pour les diplômés. Voilà. Je trouve ça chouette, je trouve ça amusant, la réflexion que tu as fait au départ. Vu qu'ils savaient que tu étais directrice Silva et instructrice, etc., ils étaient tranquilles pour l'hypnose. C'est-à-dire qu'il reste encore, qu'on le veuille ou non, une image de l'hypnose qui n'est pas terrible. Même chez des personnes qui utilisent une auto-hypnose, un état, on pourrait dire, j'aime pas ce mot-là, mais un état altéré de conscience, un état modifié de conscience, etc., avec la méthode, ils sont pas hyper à l'aise encore avec l'image. Après, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout, j'imagine, ce qu'ils pensaient, mais cette image-là, avec des personnes qui bossent sur elle, qui connaissent, qui ont lu, qui ont étudié, est encore assez négative. Et parce que, et tant mieux, parce que toi, tu es quelqu'un de confiance, parce que tu es quelqu'un qui, plus, a fait leur méthode, donc connaît bien et connaît très bien la méthode, ça leur a permis de se dire, OK, je saute le pas, j'y vais, ça va être marrant, etc. Mais, comme moi, j'ai commencé avec Burt, donc ils ont commencé avec moi. Ouais, c'est assez amusant de voir que tu vois, je suis en train, là, la question que je suis en train de me dire, c'est des livres comme ça, est-ce que justement, ça ne va pas contre, entre guillemets, tu vois, sans aucune méchanceté, on est dans les années 70, je rappelle, ce bouquin date des années 70, mais est-ce que ça ne va pas indirectement contre l'ouverture potentielle à l'hypnose? Parce que, à dire, ouais, mais non, mais en fait, c'est quelqu'un qui nous dit, vous n'avez pas le choix, et effectivement, et tu as fait une bonne, tu as bien recadré ça. L'hypnose a beaucoup évolué depuis le moment où José a étudié. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver dans un des podcasts, j'avais retrouvé tous les noms qu'il citait, qu'il a étudiés. Et en fait, en recherchant tous les noms, parce qu'il y en a que je ne connaissais pas, c'est que des auteurs qui, en gros, étaient des hypnotistes des années 50. Les deux hommes qui ont révolutionné l'hypnose, c'est Dave Hellman et Milton Erickson. Et en fait, ils ont été vraiment reconnus dans les années 60. Donc déjà, il y a quelque chose, quoi. Entre 50 et 60, on sait que Dave Hellman faisait déjà des tours un petit peu partout, mais il a été reconnu parce que son ouvrage est sorti en 63, un truc comme ça. Donc, il y a ça, et Milton Erickson, c'est à peu près à ces moments-là aussi où c'est beaucoup fait reconnaître. Donc, ils ont été vraiment les Américains aiment bien dire un game changer, des changeurs de jeu, des personnes qui ont vraiment fait basculer l'hypnose telle qu'on la connaissait avant, où effectivement on disait et maintenant tu me regardes et tu es ceci, cela. Et c'est très scripté, ça pouvait être très scripté, toujours la même chose. Et encore pas partout, mais c'est un peu l'image qu'il y avait, à une hypnose beaucoup plus interactive, avec beaucoup de régression, avec beaucoup de discussions, si on reprend Erickson, avec beaucoup de feedback, et donc dès lors beaucoup moins cette sensation d'être passif à un moment donné, même si on va avoir une catalepsie de bras, même si on peut vivre des phénomènes hypnotiques qu'on peut avoir l'impression de ne pas gérer, mais on y a quand même donné un accord. Donc, cette notion-là, elle est quand même importante, et je pense que mine de rien, là, il se réfère à une vieille hypnose qu'on pourrait nommer, qui a été souvent nommée comme telle, l'hypnose classique. Oui. En fait, a quasiment disparu avec l'ère de l'hypnose moderne, qui s'est modernisée en tout cas, avec, à partir des moments, même Kruger et tout ça, qui était un petit peu avant, mais qui étaient déjà des hypnotistes incroyables, qui avaient modifié les paramètres, et on était rentré dans de la psychothérapie hypnotique, dans plein d'éléments associés à de la thérapie psychique, et pas simplement de l'hypnose simple, on va dire, à dire t'as ça, t'as plus ça. Donc, cette évolution-là, je pense que ça, c'est pas forcément pris en compte, et c'est un petit peu l'image, moi, que je ressens dans l'ouvrage de Harry à ce niveau-là. Mais sur ce qui est dit, c'est vrai, et donc c'est hyper intéressant ton retour là, parce que ça peut, pour les personnes qui ne sont pas encore hyper dans la connaissance de l'hypnose ou qui sont juste intriguées, c'est super intéressant comme type de retour que tu peux faire de ton expérience de la semaine dernière.
On va s'arrêter là pour la première partie. Si vous avez des questions et des remarques déjà sur tout ça, n'hésitez pas à partager les sur Facebook et YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose et que Lee propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, à très vite.